Je suis persuadé que nous assistons à quelque chose de plus grave qu'une crise politique ordinaire. Nous observons l'effondrement silencieux d'une architecture constitutionnelle conçue avec soin, non pas par la violence ou le coup d'État, mais par l'impatience collective et l'oubli de ce que signifie réellement gouverner une république. On nous répète que la démocratie est en danger. Les commentateurs scrutent chaque élection comme si elle était la dernière. Pourtant, le véritable péril ne réside pas dans l'issue des scrutins, mais dans notre incapacité croissante à comprendre ce que les fondateurs américains ont compris en 1787, qu'une république n'est pas simplement le règne de la majorité, mais un système complexe de freins et contrepoids conçu précisément pour ralentir, tempérer et civiliser le pouvoir populaire. Nous célébrons la démocratie tout en sabotant la République. Le public confond systématiquement l'efficacité avec la légitimité. Lorsque le Congrès est paralysé, on le qualifie de dysfonctionnel. Lorsque la Cour suprême bloque une loi populaire, on crie à l'activisme judiciaire. Lorsque le Sénat ralentit une nomination présidentielle, on dénonce l'obstruction. Ce que nous appelons dysfonctionnement est souvent le système fonctionnant exactement comme prévu. Madison n'a pas conçu le gouvernement américain pour être rapide, il l'a conçu pour être prudent. La Constitution n'est pas un manuel d'efficacité managériale, c'est un traité sur la méfiance institutionnalisée. Chaque branche surveille l'autre, non par malveillance, mais par conception. Le problème est que nous avons oublié de distinguer le bruit du signal. Les médias amplifient chaque confrontation comme une crise existentielle, alors qu'il s'agit souvent du système faisant ce qu'il doit faire, résister aux passions momentanées. Les institutions américaines devaient fonctionner selon un principe simple mais profond. L'ambition doit contrecarrer l'ambition. Madison l'a écrit dans le Federalist 51 avec une clarté glaciale. Si les hommes étaient des anges, aucun gouvernement ne serait nécessaire. Si des anges gouvernaient les hommes, aucun contrôle sur le gouvernement ne serait nécessaire. Mais puisque ni l'un ni l'autre n'est vrai, on construit des institutions qui se limitent mutuellement. Le Congrès légifère, mais le président peut opposer son veto. Le président nomme, mais le Sénat confirme. La Cour interprète, mais le Congrès peut légiférer à nouveau. C'est un ballet constitutionnel de tensions créatives. Or, aujourd'hui, ce ballet ressemble davantage à une paralysie. Non pas parce que le système ne fonctionne pas, mais parce que les acteurs politiques ont cessé de jouer leur rôle institutionnel. Les membres du Congrès se comportent comme des agents de campagne permanents. Les présidents gouvernent par décrets exécutifs plutôt que par compromis législatifs. Les sénateurs confirment ou rejettent les juges sur des bases purement partisanes. Chacun cherche la victoire immédiate plutôt que l'équilibre durable. Ce qui s'est érodé n'est pas le texte constitutionnel, il reste inchangé, mais le tempérament constitutionnel. Les institutions ne fonctionnent que si ceux qui les habitent respectent leur logique interne. Un juge doit raisonner en juge, pas en militant. Un sénateur doit délibérer, pas simplement voter selon les instructions du parti. Un président doit persuader le Congrès, pas le contourner systématiquement. Mais la culture politique moderne récompense l'inverse. Les médias sociaux valorisent la confrontation spectaculaire sur le compromis discret. Les primaires partisanes favorisent les purs sur les pragmatiques. Les levées de fonds politiques alimentent la polarisation car l'indignation rapporte plus que la nuance. Le résultat est prévisible. Les institutions deviennent des coquilles vides, maintenues en apparence, mais vidées de leur substance. Prenons un exemple concret. En 2016, le Sénat républicain a refusé d'examiner la nomination du juge Merrick Garland à la Cour suprême, invoquant le fait que c'était une année électorale. En 2020, le même Sénat a confirmé le juge Amy Coney Barrett quelques semaines avant une élection présidentielle. On peut débattre de la légalité de ces décisions, mais leur signification institutionnelle est claire. Le Sénat ne se considère plus comme un corps délibératif distinct, mais comme un instrument partisan. Ce qui est perdu ici
n'est pas simplement la cohérence, c'est la notion même que le Sénat a une identité institutionnelle qui transcende les intérêts partisans du moment. Madison aurait été horrifié non par le résultat. Les fondateurs s'attendaient à des batailles politiques, mais par la logique. Le Sénat était censé être l'institution qui tempère les passions de la Chambre et les ambitions de l'exécutif. Au lieu de cela, il est devenu le plus docile des serviteurs de l'agenda présidentiel lorsque le président est de son parti. La culture du caractère national joue un rôle essentiel ici. Une république exige des vertus que la démocratie seule ne peut garantir: la patience, la retenue, la capacité de perdre avec dignité. Tocqueville l'a observé lors de sa visite aux États-Unis dans les années 1830. Il a noté que les Américains possédaient ce qu'il appelait des habitudes du cœur, des dispositions morales qui rendaient possible l'autonomie gouvernementale. Parmi elles, la volonté de respecter les institutions, même lorsqu'elles produisent des résultats que nous n'aimons pas. Mais ces habitudes ne sont pas innées, elles doivent être cultivées. Et notre culture politique les érode systématiquement. Nous enseignons aux citoyens que chaque défaite est une catastrophe, que chaque compromis est une trahison, que l'autre camp n'est pas simplement dans l'erreur, mais moralement corrompu. Dans un tel environnement, aucune institution ne peut fonctionner. Parce que les institutions dépendent d'une acceptation minimale de la légitimité de l'opposition, les incitations structurelles aggravent tout. Les politiciens modernes ne sont pas récompensés pour la délibération, ils sont récompensés pour l'indignation performative. Un sénateur qui passe des semaines à négocier un compromis bipartisan obtient peu de couverture médiatique. Un sénateur qui tweete une attaque cinglante contre l'autre camp devient viral. Un membre du Congrès qui vote contre son parti sur une question de principe risque d'être primaire aux prochaines élections. Un membre qui reste dans la ligne reçoit des millions en contributions de campagne. Le système récompense la loyauté tribale et punit la pensée indépendante. Pire encore, les cycles de levée de fonds perpétuels signifient que les législateurs sont en campagne constante. Ils n'ont ni le temps ni l'incitation à développer une expertise sur des questions complexes. Au lieu de cela, ils maîtrisent l'art du clip de 15 secondes. Le Congrès n'est plus un corps délibératif. C'est un studio de production de contenu partisan. Le risque d'accident, le résultat que personne ne souhaite vraiment, mais auquel tout le monde contribue, devient chaque jour plus probable. Voici le scénario. Une crise majeure éclate. Une pandémie, une guerre, un effondrement économique. Le public exige une action immédiate. Mais les institutions sont paralysées par la méfiance partisane. Le Congrès ne peut pas légiférer parce que chaque parti préfère que l'autre échoue plutôt que de partager le crédit d'une solution. Le président agit unilatéralement parce qu'il ne voit aucune alternative. La Cour suprême intervient pour arbitrer, mais sa légitimité est contestée parce qu'elle est perçue comme partisane. Dans ce vide institutionnel, quelque chose se brise. Peut-être que le président déclare l'état d'urgence et gouverne par décret pour une période prolongée. Peut-être qu'un mouvement populiste exige la dissolution de la Cour ou la restructuration radicale du Sénat. Peut-être que les États commencent à défier ouvertement l'autorité fédérale. Aucun de ces scénarios ne se produit parce qu'un acteur malveillant l'a planifié. Ils se produisent parce que les institutions ont perdu la capacité de traiter les désaccords de manière civilisée. Nous avons 3 avenirs possibles. Le premier est la restauration. Cela nécessiterait une génération de dirigeants politiques qui comprennent que leur premier devoir n'est pas envers leur parti, mais envers les institutions qu'ils habitent temporairement. Cela nécessiterait des citoyens qui valorisent le compromis sur la victoire totale. Cela nécessiterait une culture médiatique qui récompense la substance sur le spectacle. C'est possible, mais cela nécessite un changement culturel profond. Le deuxième avenir est la dérive. Nous continuons comme aujourd'hui, les institutions s'affaiblissant progressivement, devenant de plus en plus des façades plutôt que des mécanismes fonctionnels. La démocratie persiste formellement, mais elle devient de plus en plus plébiscitaire, répondant aux sondages d'opinion plutôt qu'à la délibération réfléchie. C'est l'avenir le plus probable. Le troisième avenir est l'effondrement institutionnel.
Une crise majeure révèle que les institutions ne fonctionnent plus du tout, et dans la panique qui s'ensuit, nous jetons l'architecture constitutionnelle pour quelque chose de plus simple et de plus dangereux. J'espère sincèrement que ce scénario reste improbable, mais il n'est pas impossible. Ma conviction est que nous sous-estimons systématiquement la valeur de ce que nous sommes en train de perdre. Les institutions constitutionnelles ne sont pas simplement des procédures bureaucratiques. Elles incarnent une sagesse sur la nature humaine et le pouvoir que nous oublions à nos risques et périls. Madison savait que les passions humaines sont inévitables, mais que leurs effets les plus destructeurs peuvent être tempérés par une architecture institutionnelle intelligente. Nous avons hérité de cette architecture. La question est de savoir si nous aurons la sagesse de la préserver et le caractère de la faire fonctionner. Ceci n'est pas une prédiction, c'est une mise en garde. Les républiques ne meurent pas souvent dans la violence, elles s'effacent dans l'indifférence. Nous avons encore le temps de choisir un autre chemin, mais seulement si nous reconnaissons ce que nous sommes en train de perdre avant qu'il ne soit trop tard.